Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Et oui, savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques, par les thématiques, les particularités d'écriture, est nécessaire lorsque vous êtes amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu, le fameux jour de l'épreuve écrite. Alors si on voit par exemple la date de 1550 et qu'on ne peut même pas se centrer sur l'influence du contexte historique et surtout littéraire de l'humanisme, eh bien on risque au pire d'oublier un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête les points majeurs d'un mouvement littéraire, eh bien sachez que ceux-ci vont vous permettre d'articuler et d'orienter de façon intelligente vos analyses. Et là, vous ferez la différence le jour de l'écrit. Alors ces épisodes d'histoire littéraire ont à peu près toujours la même trame. On vous explique l'influence du contexte historique et politique sur la naissance du mouvement littéraire. Ensuite, on va évoquer les thématiques, les caractéristiques d'écriture et bien sûr les auteurs principaux qui vont illustrer ce mouvement. Et sachez que comme d'habitude sur Clapotis, vous aurez toujours des infographies pour vous aider à visualiser tout ce qui a été dit. Alors on y va. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mouvement que vous connaissez bien évidemment puisqu'il a marqué tout le XVIIIe siècle, c'est le mouvement des Lumières. Alors, tout d'abord, le nom Lumière, vous vous en doutez et vous le savez peut-être certainement, mais vous pourrez l'utiliser dans un commentaire, c'est une métaphore utilisée bien sûr pour exprimer le désir d'éclairer les hommes par la raison. Et le règne des sciences va d'ailleurs remplacer celui de la religion pendant ce XVIIIe siècle. Les intellectuels partagent un idéal commun. Ils se donnent pour mission de lutter contre les préjugés, les superstitions issues des siècles précédents. Alors, pour comprendre le mouvement des Lumières, et vous l'avez compris certainement en écoutant les autres épisodes, il faut se remettre dans le contexte du début du XVIIIe siècle. Et plus particulièrement, une date va nous servir de point d'ancrage, c'est la date de 1715, qui est la mort de Louis XIV. Il faut savoir qu'à sa mort et les années précédentes, un mouvement de contestation était né dans les campagnes. Pourquoi ? Parce qu'on croulait sous les taxes, il y avait eu des famines, et puis dans la bourgeoisie grandissante, de plus en plus commençaient à apparaître des contestations. De quel ordre ? Eh bien, on contestait les privilèges accordés à la noblesse. Bref, des voix s'élevaient alors contre cette monarchie absolue de droit divin. Et en effet, on va commencer à regarder de l'autre côté de la Manche où on se rend compte qu'il y a un système libéral en Angleterre qui devient plus intéressant, plus juste, et c'est ce que Montesquieu, dans De l'esprit des lois, en 1758, va présenter comme étant un modèle, un nouveau schéma pour redessiner justement la France et la faire entrer dans la modernité. Et comme vous le savez, ce contexte ambiant aboutira, ce mouvement de révolte, si on peut dire, aboutira à la Révolution française en 1789. Mais il y a un autre pan de la société du XVIIIe siècle qui va aussi contribuer à l'apparition des Lumières. C'est le domaine scientifique. Comme vous le savez, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des progrès, des inventions scientifiques. Je pourrais en évoquer quelques-uns, comme la machine à écrire, l'électrisation, l'apparition du paratonnerre, le premier sous-marin, le filage mécanique. Enfin, il y a plein d'inventions qui, au XVIIIe siècle, va développer aussi l'esprit des Lumières. Pourquoi ? Parce qu'on a un esprit nouveau avec ces inventions. On a un esprit plus rationaliste, puisque pour les scientifiques, il ne s'agit plus de croire, mais d'observer pour comprendre. Et ça, c'est une nouvelle façon de penser qui va impulser le mouvement des Lumières. Alors, quelles seraient les caractéristiques de ce mouvement ? Que proposent les philosophes des Lumières ? Eh bien, tout d'abord, ils rejettent la monarchie absolue. Cette monarchie, comme on vient de voir, contestée par le peuple, les bourgeois, et donc, comme on vient de le dire tout à l'heure, ils vont s'inspirer de la monarchie parlementaire anglaise. Et pour proposer ce système politique plus égalitaire, ils vont s'inspirer de modèles, qui pour eux sont des modèles à l'époque, comme Catherine II en Russie ou Frédéric II en Prusse, qui sont ouverts à des idées novatrices et qui vont incarner pour les philosophes l'idéal du despote éclairé. Alors les combats des Lumières sont facilement repérables et si vous tombez sur un texte d'un de ces philosophes, vous pourrez très certainement les retrouver.
En fait, si on retient quand même les grandes idées chères aux Lumières, on pourrait les résumer de la façon suivante. La contestation sociale et politique, comme on vient de le dire, par rapport à une véritable réflexion sur, comment envisager un nouveau pouvoir politique, pour lutter justement contre les inégalités sociales. Ils ont une vraie réflexion sur le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Donc ça, vous le retrouverez dans des textes éventuellement à commenter. Deuxième idée forte, le combat contre l'injustice et l'ignorance. Leur credo, c'est de bien sûr défendre des libertés individuelles, mais aussi collectives, défendre une liberté d'expression quoi qu'il arrive, et leur idée, c'est bien sûr, lutter contre l'ignorance. Et l'ignorance, elle passe par, lutter contre cette ignorance, cela passe par la connaissance. Tout est basé sur l'éducation. Plus on va diffuser des savoirs aux hommes, plus ils accéderont, à la liberté, au bonheur. Et la notion de bonheur individuel est d'ailleurs tout nouveau au XVIIIe siècle, et cela explique bien sûr la construction de cet énorme ouvrage, l'Encyclopédie, qui va quand même durer de 1751 à 1772, l'idée d'un énorme dictionnaire qui pourrait compléter ou qui pourrait alimenter toute la somme des savoirs, des idées nouvelles de l'époque. Donc ça, c'est la deuxième idée forte, l'injustice et combattre l'injustice, combattre l'ignorance. Il y a aussi, bien sûr, l'idée de lutter contre l'esclavage des hommes. Leur idée, c'est on ne peut pas accepter que l'homme puisse être asservi ou qu'un homme puisse asservir son semblable. C'est inconcevable. Et ça, c'est une idée quand même très forte qui avait été impulsée par certains humanistes comme Montaigne, bien sûr, à travers ses essais et une partie des essais qui s'appelle Des cannibales. Ils vont donc continuer ce combat et plus que jamais défendre l'idée que l'on ne peut pas asservir l'autre, son semblable. Puis la dernière idée qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, c'est aussi la dénonciation de l'intolérance et du fanatisme religieux. On dénonce les privilèges du clergé à l'époque et on dénonce l'obscurantisme qui, bien sûr, cet obscurantisme est incompatible avec l'idée de connaître et développer justement son esprit rationnel. Et vous connaissez peut-être cette affaire Calas, dans laquelle Voltaire prendra parti pris justement pour défendre ce Calas accusé injustement d'avoir tué son fils parce que son fils aurait voulu se convertir au catholicisme et donc abandonner sa religion originelle, le protestantisme. Et Voltaire défendra coûte que coûte cette idée que l'on doit respecter les convictions de chacun et non pas imposer justement par fanatisme religieux une idéologie. Et donc ça, c'est une idée forte des Lumières. On dénonce l'intolérance, le fanatisme, prenant une forme excessive par le fanatisme religieux. Voilà un petit peu les idées que vous retrouverez, à mon avis, dans les textes que l'on pourrait vous donner le jour de l'écrit et sur lesquels il faudra montrer vraiment que c'est un combat. Quand on parle de combat chez les Lumières, c'est vraiment au sens fort et ils utilisent la plume pour mettre en place ce combat et donc ils vont avoir recours bien sûr aux particularités d'écriture que l'on va évoquer tout de suite après, qui sont caractéristiques d'une écriture argumentative. Alors, quels genres littéraires ont leur préférence? Eh bien, comme vous le savez, il y a l'œuvre monumentale que l'on a appelée l'Encyclopédie, qui est sans doute l'œuvre qui symbolise le mieux le mouvement, en ce sens qu'elle reflète vraiment ce désir d'un savoir le plus complet, qui soit dans tous les domaines. Et c'est ce que dira sans cesse Diderot, qui est un des pères de cette œuvre, qu'il faut absolument imaginer un ouvrage qui soit le plus accessible à tous, d'où le privilège de l'encyclopédie. Il faut un ouvrage accessible à tous qui puisse permettre de tout examiner
de tout remuer sans exception et sans ménagement. Ça, c'est les phrases justement de Diderot. Et puis, à côté de ces longues œuvres de réflexion, on a aussi, de l'Esprit des lois qu'on a évoqué tout à l'heure de Montesquieu. Les écrivains vont adopter aussi des formes brèves, comme le conte philosophique, le premier représentant étant bien sûr Voltaire, des formes brèves qui se veulent didactiques, c'est-à-dire avec un souhait d'enseigner. Ils vont utiliser des articles, des dialogues d'idées, vous le retrouverez encore une fois avec Diderot, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant et vous pouvez tomber sur ce type d'œuvre, les philosophes vont utiliser le roman, c'est Marivaux avec Le Paysan parvenu, ou encore le théâtre, et plus particulièrement la comédie, qui va être renouvelée par Beaumarchais avec son fameux Mariage de Figaro. Alors les particularités d'écriture, bien sûr que vous retrouverez dans les textes à commenter des philosophes des Lumières, c'est bien évidemment tous les ressorts de l'écriture argumentative, qu'elle soit directe ou indirecte. On a aussi souvent le recours à l'ironie, avec des figures de style comme l'antiphrase, l'hyperbole, l'antithèse, et il privilégie aussi le mélange des registres. Et tous ces points-là, vous pourrez les retrouver bien sûr dans des textes à commenter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que parallèlement, ces philosophes utilisent le roman comme pour montrer aussi un autre point qui va apparaître aux Lumières et qui va se diffuser le siècle d'après. Et là, je vous renvoie aux podcasts qui seront consacrés au XIXe siècle. En privilégiant le roman, les philosophes des Lumières soulignent aussi la naissance et l'évolution du personnage en tant qu'individu qui va exprimer sa propre pensée à la première personne. Et donc, vous avez cette notion d'individu qui aboutira aussi à la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'exprimer librement en tant que personne. Et vous voyez comment une influence d'un genre littéraire va transparaître aussi dans ce qui va construire notre future république, c'est-à-dire cette possibilité de s'exprimer en tant qu'individu. Et donc vous retrouverez ça aussi dans des romans épistolaires nombreux qui vont traverser toute cette littérature du XVIIIe siècle. Voilà les caractéristiques que l'on pourrait dresser en quelques minutes de ce mouvement qui a véritablement traversé tout le XVIIIe siècle, ce mouvement des Lumières qui va impulser de nouvelles idées, un nouveau souffle aussi, une vraie réflexion sur les pouvoirs politiques, religieux et sociaux que l'on peut envisager, qui vont finalement quelque part dessiner le modèle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, à travers ce podcast, essayez de retenir ces idées fortes que vous pourrez trouver dans les textes à étudier. Et n'oubliez pas de regarder aussi les 2 infographies qui accompagnent ce podcast. D'une part, pour vous situer dans le siècle et voir quelques dates clés. Bien sûr, toutes ne sont pas représentées tellement il y a eu de choses. Mais c'est une sorte de mise en bouche pour que vous ayez voir un petit peu plus loin sur ce qu'a été véritablement ce mouvement des Lumières. Cette première infographie, donc avec des dates clés. Et puis quelques citations sur la deuxième qui vous montrent un petit peu l'état d'esprit justement de ces vrais combattants qui ont, quoi qu'il arrive, voulu diffuser ces idées, et ils ont bien sûr réussi puisqu'on les a encore aujourd'hui dans nos nombreux écrits et nos nombreuses façons de penser. Et donc n'hésitez pas à regarder, écouter justement ces clapotis qui sont consacrés au pan de l'histoire littéraire, puisque je pense que vous l'avez bien compris, on ne peut pas expliquer un texte, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, sans avoir cet éclairage de l'histoire, puisque vous le savez très bien, l'histoire détermine aussi ce que sera un homme en tant qu'homme de lettres et une femme en tant que femme de lettres, et ce qui transparaîtra dans ses écrits au gré de sa plume et de ses combats. Je vous dis à très vite sur Clapotis pour l'écoute de nouveaux podcasts consacrés à la série d'histoire littéraire, mais bien évidemment vous pouvez écouter aussi les autres séries qui vous permettront de compléter, d'alimenter vos cours en présentiel. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.